Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour écouter ce matin cette présentation que j'aimerais débuter en remerciant les organisatrices et les organisateurs de ce 6e congrès international sarrebruckois de l'enseignement des langues étrangères pour m'avoir invité à donner cette conférence plénière qui porte sur l'internationalisation des universités françaises par le développement des langues de spécialité. Pour débuter cette présentation, j'aimerais présenter un travail qui en fait va être la synthèse d'un travail d'équipe mené depuis plusieurs années avec mes co-auteurs, Valérie Brault de l'Université de Bordeaux, Philippe Millot de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et Cédric Sarré de Sorbonne Université. Travail mené depuis 2014 et qui a abouti depuis 2015 à un certain nombre de publications. Vous en voyez certaines ici. J'y ferai référence dans quelques minutes. Mais pour rappeler qu'il s'agit bien d'un travail collaboratif et non d'un travail que j'ai mené seul. Alors, je vais commencer par poser les termes du débat qui se développe et se construit depuis plusieurs années au sein de la communauté des enseignants-chercheurs et des enseignants en langue dans l'enseignement supérieur en France. Débat dont vous voyez ici l'ensemble des arguments d'un des deux camps, tel qu'il a été développé notamment en 2016. Donc il s'agit de l'extrait d'un article publié dans The Conversation en février 2016 et d'un entretien au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en mars 2016 à la demande du groupement des associations de langue et études étrangères. Alors ce débat porte sur l'objet de connaissance et de recherche à privilégier pour ce qu'on appelle en France le secteur LANSAD, le secteur des langues pour spécialistes d'autres disciplines, c'est-à-dire le secteur des langues et de la recherche et d'enseignement pour les étudiants qui ne sont pas des étudiants de lettres et de langues, par exemple en biologie, en droit, en économie. Ce secteur LANSAD s'est développé depuis les années 70 en France et concerne aujourd'hui un nombre, évidemment, l'ensemble des étudiants qui n'étudient pas les lettres et les langues. Le débat porte donc sur l'objet d'enseignement qui doit être privilégié au sein de ce secteur et partant sur le profil idéal à privilégier lorsque nous recrutons des collègues enseignants-chercheurs ou enseignants pour intervenir dans ce secteur. Donc là, vous avez dans ces extraits un ensemble d'arguments développés par certains acteurs des lettres et des langues qui souhaitent intervenir dans le débat, qui mettent en avant un secteur qui souffrirait d'un élément de recherche peu défini, avec des cours de qualité tout à fait sujets à caution, avec que ce soit sur le fond et sur la forme, des dispositifs d'enseignement également sujets à caution, et finalement qui argumentent en faveur d'un recrutement de ce secteur de spécialistes de littérature et de civilisation étrangère. Alors, j'aimerais commencer par rappeler quelques vérités au sujet du secteur SAD aujourd'hui en France, élément que nous avons mis en avant dans un article publié dans The Conversation en 2017. Le secteur LANSAD, aujourd'hui, est structuré autour d'enseignants permanents, enseignants-chercheurs, qui mènent l'intégralité de leur recherche et de leur enseignement dans le secteur LANSAD. Il s'agit donc là, finalement, de la définition d'une profession. Il n'est absolument pas structuré, mené uniquement ou conduit uniquement par des vacataires ou des contractuels qui ne sont pas diplômés. Et le nombre d'enseignants et d'enseignants-chercheurs titulaires intervenant dans le secteur LANSAD en France, d'ailleurs, s'accroît très régulièrement. Le secteur LANSAD n'est donc absolument pas un sous-secteur des études de langue, de littérature et de civilisation étrangère, mais un secteur d'enseignement et de recherche à part entière, la recherche et les enseignants-chercheurs ayant d'ailleurs un rôle essentiel à jouer pour le développement du secteur. L'expertise des enseignants-chercheurs qui interviennent dans le secteur LANSAD va bien au-delà d'une petite dimension culturelle qui pourrait être mise en avant, mais est bien plus complète et protéiforme. Et enfin, les dispositifs innovants qui sont mis en place pour les enseignements LANSAD, c'est une des caractéristiques des enseignements de ce secteur,
sont absolument loin d'être tous de qualité discutable. Ils sont même souvent de très bonne facture. Alors, les langues de spécialité, qui sont des objets scientifiques parfaitement légitimes et établis, apparaissent aujourd'hui comme l'objet naturel d'enseignement, enfin ont toujours apparu d'ailleurs comme l'objet naturel d'enseignement dans le secteur des langues pour spécialiser d'autres disciplines. Ce sont des objets qui, aujourd'hui, alors les recherches portant sur les langues de spécialité sont publiées dans des revues entièrement dédiées à ce sujet, hein, que ce soit au niveau international ou national, des revues qui ont une vraie portée, qui sont lues, qui sont citées. Pour citer les revues francophones, je citerai ASP, la revue du groupe d'études et de recherche en anglais de spécialité, et Recherche et pratiques pédagogiques en langue de spécialité. La communauté professionnelle des enseignants-chercheurs qui interviennent dans le secteur est parfaitement structurée, elle est plurilingue. Elle regroupe un certain nombre de sociétés savantes, comme l'Association des professeurs de langue des instituts universitaires de technologie, le groupe d'études de recherche en anglais de spécialité, le groupe d'études de recherche en allemand, en espagnol de spécialité, l'Association française de linguistique appliquée, par exemple. Il y a de nombreux colloques et congrès nationaux et européens qui se tiennent dans ce secteur. Il y a des réseaux locaux qui permettent de structurer à une échelle une granularité plus fine, les réseaux de chercheurs et d'enseignants-chercheurs dans le domaine. Il existe des pratiques pédagogiques dans le secteur LANSAD qui sont parfaitement reconnues, avec des dispositifs d'apprentissage et d'enseignement efficaces, et aujourd'hui une conception assez fine de la compétence langagière dans chaque domaine, qui vont être par exemple l'espagnol du tourisme ou l'anglais des ingénieurs. Donc ma présentation aujourd'hui va se structurer en trois parties. Je vais d'abord vous proposer un regard sur la perspective institutionnelle pour internationaliser l'enseignement supérieur, puis faire quelques rappels sur les politiques linguistiques dans le secteur LANSAD en France, et finir sur quelques suggestions pour préparer les étudiants à l'international. Alors, en ce qui concerne la perspective institutionnelle pour internationaliser l'enseignement supérieur, je vais illustrer ce point avec des extraits de plusieurs rapports publiés en France ou au niveau européen. Donc le premier, c'est le rapport Langue et employabilité, publié par la Commission européenne en 2014. Et je vais faire référence ici à l'analyse des besoins des employeurs français au regard des compétences en langue étrangère, où il est souligné que la compétence linguistique est un facteur de compétitivité au niveau macroéconomique, mais également un facteur clé de l'employabilité au niveau des individus. Il s'agit donc d'une compétence que nous devons développer chez nos étudiants dans la perspective de leur insertion professionnelle. Le rapport LEMP ajoute également et insiste sur l'importance des secondes langues vivantes, dites LV2, puisque finalement, cette compétence en deuxième langue vivante, c'est-à-dire au-delà de l'anglais, hein, généralement, cette compétence-là va permettre à nos étudiants de développer les possibilités de choix, à la fois de stage et de recrutement à la sortie de leurs études. Le deuxième rapport auquel je vais faire référence, c'est le rapport dit Pour une société savante, proposition pour une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, donc le rapport dit Stranes, publié en 2015. Et je vais faire référence ici à l'axe stratégique numéro 2 qui s'intitule Développer la dimension européenne et l'internationalisation de notre enseignement supérieur, et en particulier à la proposition 9. Elle me paraît intéressante puisqu'elle insiste sur les deux volets qui me paraissent essentiels lorsqu'on essaye de réfléchir à l'internationalisation des formations dans le domaine en particulier des langues pour spécialistes des autres disciplines. Le premier point, c'est pour les étudiants français l'idée d'adosser la délivrance de diplômes de niveau licence et master à l'atteinte ou à la validation d'un certain niveau de compétences en langue étrangère, c'est souvent l'anglais, le niveau B2 pour le niveau licence et C1 pour le niveau master. Favoriser l'accueil des étudiants internationaux
dans les formations en développement des cours disciplinaires en langue étrangère, souvent en anglais, et également former les étudiants internationaux au français afin de pouvoir développer également la francophonie et accueillir de plus en plus d'étudiants internationaux dans nos établissements. Alors, un petit commentaire au sujet de cette proposition numéro 9. Le niveau B2, donc dit niveau seuil, est aujourd'hui considéré par les décideurs comme un niveau à atteindre par les étudiants de licence. Bon, la recherche que nous dit la littérature sur le sujet, ici je vais citer un article de Philippe Millot publié en 2017 qui s'intéresse à la spécialisation de la compétence B2 dans le cadre d'une démarche qualité, où Philippe Millot nous dit que finalement ce niveau B2, c'est un positionnement en vue d'une normalisation, mais ce n'est pas une norme observable dans les faits lorsque le système est mobilisé, notamment par nos étudiants. En fait, et notamment si on se réfère aux mots utilisés par les auteurs du cadre européen commun de référence pour les langues, ce niveau B2 dit niveau indépendant nous permet d'attester que l'apprenant est arrivé quelque part dans son parcours d'apprentissage. Et j'aime ce passage que je vais commenter un peu plus longuement. Ce qui m'intéresse également, c'est arriver quelque part, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une certaine indépendance langagière ou linguistique dans son parcours d'apprentissage, c'est-à-dire lié à sa discipline. Alors, ce qui me permet de proposer une transition idéale avec la deuxième partie de cette présentation, puisque finalement, ce qui va être au centre de cette réflexion sur l'internationalisation des formations, ça doit être les étudiants. Et donc, comment accompagner au mieux nos étudiants lorsqu'ils vont à la fois construire leurs compétences et leurs connaissances dans leur domaine disciplinaire, qui va être, une fois de plus, les mathématiques, la physique, le droit, l'économie, l'histoire de l'art, et comment, lorsqu'il va ou elle va se spécialiser et accroître ses compétences et ses connaissances, ces compétences langagières vont suivre cette spécialisation, que ce soit en anglais, qui souvent est la première langue qui va être favorisée à l'université, mais également dans les deuxième ou troisième langues vivantes qu'il ou elle va développer. Alors, j'en viens à ma deuxième partie. Quel est l'état aujourd'hui des politiques linguistiques dans le secteur LANSAD en France et surtout, comment est-ce que ces politiques linguistiques tentent de prendre en compte cette demande? Alors, il est important de souligner qu'il y a assez peu de travaux dans la littérature qui portent sur cette question de la mise en place des politiques linguistiques universitaires en France. Je vais citer l'article publié par Pierre Fratte en 2005, dans lequel il propose une réflexion scientifique sur la mise en place de ce qu'il appelle une véritable politique des langues pour les non-spécialistes à l'université, c'est-à-dire les non-spécialistes en langue et en lettres. Et il fait apparaître 3 points qui lui semblent essentiels. D'abord, le domaine de connaissances à privilégier, donc la réflexion sur le développement et la mise en place de recherche et de formation en langue et culture de spécialité. Ensuite, les aspects institutionnels, c'est-à-dire le recrutement de spécialistes, la structuration de ce domaine au sein des institutions et les outils pour y parvenir, c'est-à-dire les applications didactiques, la question des centres de ressources en langue, par exemple. Alors, l'anglais de spécialité, qui est donc l'objet, on l'a dit, scientifique, qui va être au centre de ces formations en France, a été défini par la commission formation du bureau de la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur, la SAES, en 2011, comme une variété spécialisée de l'anglais, souvent appelée langue de spécialité par commodité, qui est l'expression d'un domaine spécialisé dans la langue. En tant que discipline, l'anglais de spécialité est la branche de l'anglistique qui étudie ces objets et qui développe la réflexion didactique propre à son enseignement et à son apprentissage. Donc on a ici les termes importants de domaine spécialisé, qui effectivement sont au centre de l'enseignement et de l'apprentissage et de la recherche en anglais de spécialité, mais également la réflexion didactique, c'est-à-dire la question sur la transposition de ces connaissances et de ces recherches dans les enseignements.
également la question du plurilinguisme, qui est essentielle, on l'a vu il y a quelques minutes, hein, pour nos étudiants, pour d'abord au sein de leur propre discipline, hein, l'allemand pour les philosophes va être sans doute essentiel dans certaines spécialisations, par exemple, ou l'italien chez les historiens de l'art, par exemple, pour ne citer que ces deux exemples. Alors, rappelez que contrairement à des étudiants, de nombreux étudiants internationaux, hein, les étudiants français n'ont pas l'expérience du plurilinguisme en général dans leur formation, ils ont très peu de cours en anglais et eux-mêmes euh, ont grandi dans un système d'éducation monolingue. Or, le premier objectif d'une politique linguistique universitaire est de répondre au plus près aux besoins de la communauté auquel elle s'adresse, dans le cadre plus large de la politique éducative qui a été développée à l'échelle nationale, voire européenne. Donc ici, on a cette promotion officielle du plurilinguisme à l'échelon européen, mais il est vrai qu'on perçoit des difficultés à la mise en place de ce plurilinguisme dans les établissements d'enseignement supérieur et les universités françaises. Donc l'objectif premier, c'est de s'assurer que les étudiants sont en mesure de poursuivre à l'université leur apprentissage des langues vivantes, accroître leurs compétences langagières en langue étrangère, quoi qu'il arrive, dans toutes les langues étrangères qu'ils ont étudiées au lycée. Hein. La plupart des étudiants ont poursuivi en tant qu'élèves jusqu'à la dernière année du lycée l'apprentissage de deux langues étrangères. Approfondir des connaissances disciplinaires, c'est-à-dire en lien avec leur discipline de spécialisation, en contexte multiculturel et multilingue, dans un cadre contraint, hein, qui est le contexte institutionnel défini au niveau national par un certain nombre d'arrêtés portant sur le diplôme national de licence, de master ou de licence professionnelle. Alors, l'idée, bien entendu, c'est de mettre en avant tous les dispositifs d'innovation pédagogique dans l'apprentissage des langues qui sont à notre disposition, d'en développer de nouveaux, de façon finalement des cursus où on a un nombre d'heures d'enseignement en face à face qui est souvent assez limité, avec des groupes qui parfois vont être, et souvent vont être très chargés, de permettre à la fois à nos étudiants de poursuivre le développement de compétences langagières adaptées à leur cursus universitaire et de pouvoir réussir dans leur projet de mobilité et d'insertion professionnelle. Donc, quels vont être nos objectifs? Alors, tout d'abord, soutenir les bonnes pratiques qui sont développées au sein des départements ou des équipes d'intervenants et de spécialistes du Lansad, sans trop les standardiser. S'assurer que les politiques linguistiques sont insérées au cœur des projets d'établissement. Et enfin, prendre en compte le contexte international, notamment au regard de la mobilité, de l'état d'internationalisation des formations, notamment au niveau européen, de l'implication de l'ensemble des acteurs dans les programmes européens de formation et de recherche, et enfin, être conscient et faire de la veille sur l'émergence de certaines langues porteuses pour l'insertion professionnelle de nos étudiants. Ce qui m'amène à ma troisième et dernière partie, c'est-à-dire qui porte sur la façon dont on peut préparer au mieux nos étudiants à ce défi de l'international. Alors, ceci se développe, cette réflexion se développe dans l'objectif principal des formations en langue telles qu'elles ont été définies par les chercheurs, notamment dans le domaine de l'English for Specific Purposes, c'est-à-dire notre objectif est de préparer les apprenants à communiquer de manière efficace dans les tâches définies par leur contexte académique ou professionnel. Donc nous proposons de relire et d'affiner cette première définition en visant à développer chez les étudiants leurs compétences à communiquer langagièrement en contexte spécialisé, ce qui vise à essayer de développer une micro-compétence langagière adossée ou intégrée à une macro-compétence, qu'elle soit professionnelle ou académique, qui est circonscrite à des genres et des registres récurrents, aux domaines spécialisés dont relève le diplôme que l'étudiant a choisi de poursuivre. Donc pour cela, quelles propositions nous pouvons faire pour intégrer ces politiques linguistiques
au sein des politiques d'établissement et s'assurer que cette préparation des étudiants à l'international soit la plus efficace possible. Alors, l'étape 1 viserait à mettre en place une instance de coordination de toutes les actions liées aux langues étrangères dans l'établissement. Il s'agit de mettre en musique ou d'harmoniser les dispositifs de remédiation en anglais à destination des étudiants dont le niveau va être A1 ou A2, c'est-à-dire qu'ils vont être en échec dans leur apprentissage de l'anglais, jusqu'ici, et donc les aider à sortir de cet échec et à développer leurs compétences, d'intégrer les enseignements de spécialité, souvent assez poussés, l'anglais juridique, l'anglais des affaires, l'anglais pour psychologue, l'anglais pour historien, l'anglais pour mathématicien. Également, intégrer dans le dispositif les enseignements de langue vivante à objectifs professionnels larges, que sont en France l'allemand, l'espagnol et l'italien. Il s'agit de langues vivantes pour lesquelles les étudiants souvent ont des compétences langagières développées, et il convient à l'université de leur proposer une spécialisation et non des énièmes cours de langue dite générale dans ces 3 langues. De ne pas oublier l'ensemble des enseignements à destination des étudiants internationaux de français langue étrangère. Et enfin, les enseignements de langue dite MODIM, moins diffusés et moins enseignés, que sont par exemple le chinois, le japonais, le portugais et le russe. Et il faut, afin d'articuler au mieux ces dispositifs de formation, il faut réfléchir à 3 points de convergence pour les politiques linguistiques. La convergence entre politique linguistique et formation, la convergence entre politique linguistique et recherche, et les points de convergence entre politique linguistique et relations internationales. Alors, les points de convergence entre politique linguistique et formation concernent principalement les enseignements en langue de spécialité, c'est-à-dire très généralement en anglais, qui sont offerts dans les facultés, puisqu'ils sont la plupart du temps en France intégrés aux diplômes et aux enseignements obligatoires dans les formations. Il faut également développer à grande échelle des cours de remédiation en anglais qui doivent être organisés par des structures de proximité, des centres de langue qui sont proches des étudiants afin de prendre en compte des besoins spécifiques de ce public fragile. Il est très important, développer des cours en présentiel, il me semble, pour ce public, qui souvent est dans une situation, je l'ai dit, d'échec par rapport à son apprentissage de l'anglais, et les cours en ligne pour ce public sont absolument pas adaptés. Les langues sur objectifs professionnels larges également, qui sont souvent offertes en option, et une fois de plus qu'il convient d'adapter aux besoins des étudiants. Des étudiants de 3e année de licence ou de master ne vont pas être intéressés par un cours d'espagnol ou d'allemand où il va être mélangé avec ou qui va être conçu pour des étudiants venant de disciplines très diverses. Parce que ça ne va pas répondre à son besoin, le cours ne va pas répondre à ses besoins, et donc il faut vraiment réfléchir au format et au contenu de ces cours. Deuxième point de convergence, c'est le point de convergence entre la politique linguistique des établissements et les relations internationales. Donc il s'agit de développement des cours en français langue étrangère pour les étudiants internationaux, et je l'ai dit, des cours de langue MODIM. Alors ces cours de langue MODIM, ils servent à développer la mobilité internationale de nos étudiants qui souvent vont partir à l'étranger, ils vont suivre aujourd'hui très généralement leur master en anglais qui va être offert en anglais dans l'université étrangère. Néanmoins, il est important de leur offrir des cours d'initiation à la langue étrangère, mais également des cours qui incluent une connaissance des particularités des domaines professionnels. Par exemple, un étudiant qui va partir en stage pour 6 mois en République tchèque, il va être important, peut-être il est évident de lui enseigner les rudiments ou les bases de la conversation en tchèque de tous les jours, mais également de lui expliquer s'il y a des particularités liées à l'entreprise et qu'il doit savoir et lui présenter le contexte professionnel dans lequel il va devoir interagir et s'intégrer dans les mois à venir. Et enfin, et c'est le dernier point, l'importance de l'intégration de la politique linguistique et de la recherche, notamment pour ce qui est du développement de formation et l'état
des demandes en langue dans tous les domaines de la recherche en France, hein, que ce soit dans les sciences humaines, dans le sens social, mais également dans ce qu'on appelle les STEAM, hein, les sciences de technique, les sciences de l'ingénieur, les sciences de la santé. Et finalement, mais c'est le point le plus important, s'assurer que tout est mis en œuvre pour permettre un développement harmonieux et le plus efficace possible de la recherche en linguistique appliquée. Alors, une petite proposition sous forme de schéma de la structuration d'une politique linguistique à l'échelle d'un établissement. Donc, vous pouvez voir un axe de spécialisation, hein, qui irait d'offres de langues qui ne soient pas de la langue de spécialité jusqu'à des cours de langue de spécialité qui soient absolument de plus en plus finement mis en œuvre et développés et conçus pour répondre aux besoins des étudiants. Depuis le niveau le plus large, qui serait celui du campus, de l'université fusionnée, du site, hein, au sein par exemple d'une maison des échanges internationaux, d'une maison des langues, où on pourrait offrir des cours de langue moins diffusés, moins enseignés, pour préparer les étudiants à des stages ou à des mobilités internationales, également qui pourrait proposer un centre de certification pour reprendre nos besoins. Pour certains stages, des certifications sont obligatoires. Également organisé par grands secteurs de formation que sont les sciences et techniques et la santé, les sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, des cours de langue à objectifs professionnels larges, donc d'allemand, d'espagnol et d'italien, mais qui soient recentrés sur les spécialités disciplinaires larges de ces grands domaines de connaissances et de formation, et la remédiation, que ce soit pour l'anglais, mais également qui permettent d'accueillir les étudiants internationaux dans le cadre de cours de français langue étrangère. Je n'ai pas le temps de développer ce point, mais il est important que pour les étudiants internationaux, que le cours de français langue étrangère soit offert au plus près des formations et au plus près des cours que suivent les autres étudiants. Et enfin, le niveau, disons, de granularité la plus fine ou de spécialisation la plus forte est celui des cours d'anglais de spécialité qui sont offerts au sein de chaque composante ou faculté et au sein de chaque formation. Donc pour conclure, 2 points. Le premier, ce serait que de bien garder à l'esprit que lors de la mise en place d'une politique linguistique universitaire, les éléments à prendre en compte, ce n'est pas que les cours d'anglais ou la certification, mais le dispositif global incluant l'enseignement et la recherche sur les langues de spécialité, mais également les langues sur objectifs professionnels larges, le français langue étrangère et les langues modimes. Gardez à l'esprit, et c'est la citation de Pierre Fratte, que il n'y a pas de naturellement, le système ne pousse pas vers cette intégration, cette réflexion. Donc, il relève de la responsabilité des enseignants-chercheurs du secteur LANSAD de promouvoir, il me semble, ce type de réflexion au sein de leur établissement. Donc, quelle solution offrir alors pour les enseignements de langue de spécialité? Est-ce que cela reposerait, pour s'assurer qu'il soit efficace, que le dispositif est efficace? Aujourd'hui, la seule proposition qui nous est faite, c'est d'évaluer le niveau des étudiants par la certification. Et il nous a semblé, à Valérie Brault, Philippe Méot, Cédric Saint et moi-même, qu'il serait beaucoup plus pertinent de réfléchir à un système d'accréditation des formations des langues pour spécialistes d'autres disciplines. Et dans cet objectif que, au lieu de faire porter le poids de l'évaluation de la réussite de ces dispositifs de formation pour l'international sur les étudiants, le faire porter sur les institutions avec 10 indicateurs qualité qui permettraient d'évaluer le niveau de préparation à l'intégration internationale des étudiants dans une université ou un établissement donné, l'existence d'une gouvernance linguistique dans l'établissement, de la mise en place d'une politique linguistique telle qu'on vient par exemple de le proposer, l'existence d'un plan de formation et d'accompagnement de l'ensemble des enseignants qui enseignent dans le secteur LANSAD, le degré de variété de l'offre de langue pour chaque diplôme défini le plus finement possible, et partant le contenu des formations qui doivent être adaptées aux enjeux des diplômes préparés, des formations en langue qui soient structurées et progressives, des dispositifs qui soient adaptés aux enjeux de l'apprentissage, qui soient innovants, la présence d'équipes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qui soient spécialistes des langues de spécialité,
pour l'enseignement et la recherche, l'adossement à une recherche en langue qui soit pertinente pour le secteur, des langues pour spécialiser d'autres disciplines, avec des chercheurs qui soient spécialistes et des chercheuses qui soient spécialistes de ces questions, la valorisation de cette politique linguistique par la participation ou l'organisation de congrès, de colloques, et la valorisation enfin des compétences acquises par les étudiants, par le développement, par exemple, de labels, de badges, comme aujourd'hui cela est proposé dans le cadre de certains diplômes. Je vous remercie donc pour votre attention je ne peux hélas pas répondre à vos questions immédiatement, mais je suis bien entendu disponible. Vous pouvez envoyer toutes vos questions sur l'adresse mail suivante séverine.wozniak@unif-londieu.fr. Chers collègues, je vous remercie pour votre attention.